Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous avons avec nous Gary Clan et qui a écrit un texte, hein, appel à tous les Haïtiens qui nous interpellent. Je vais lire dans quelques minutes et ensuite on va avoir une bonne conversation autour de ce texte qui me plaît énormément. Gary, est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très très bien. Eh bien, voilà, je commence. Le texte, Vas-y. j'en appelle à toutes les classes sociales, aux dirigeants, aux possédants, aux démunis, aux noirs et aux mulâtres. Nos dirigeants ont pour devoir d'apaiser les souffrances d'Haïti et pourraient pour cela s'inspirer de fidèles qui, malgré le blocus à donner à son peuple, l'éducation et les soins de santé gratuits, mais rien de tel chez nous. Le président Aristide l'a constaté de manière imagée. Wash dans de l'eau, par qu'on est douleur, wash dans le soleil. La classe aisée qui loge dans les belles villes et le peuple qui croupit dans la boue s'ignore et vivent dans deux mondes séparés. Mais contrairement aux autres dirigeants, tu as voulu changer les choses, mon cher Titide. Hélas, au lieu de t'aider, toi qui risquas ta vie pour chasser du Duvalier, les bien-pensants se sont ligués contre toi et t'ont destitué. Tu as eu droit à deux coups d'État et le peuple souffre toujours autant. Qui pisait, ce sont tous les Haïtiens, sans exception, qui aujourd'hui pâtissent des gangs. Cependant, lorsque je pense à la grandeur de l'épopée dessalinienne, je garde encore espoir. Le pays renaîtra. Mais il faudra que tout le monde s'y mette, les Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur, les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux. Sinon, rien ne sera fait. Oui, wash dans de l'eau, pas contre douleur, wash dans le soleil, mais espérons qu'un jour cela changera. Un jour pas trop lointain, car la patience du peuple a ses limites. C'est un message de Gary Clang. Alors, Ouais. Gary Clang, je te dis rebonjour. Et ce texte, comme je l'avais dit, interpelle tous ceux qui l'ont lu. J'en appelle à toutes les classes sociales. Gary, lorsqu'on parle de classe sociale en Haïti, comment est-ce qu'on pourrait illustrer, si vous voulez, les différences qui existent entre les gens de ces classes sociales? Et Et la parole est à toi. grosso modo, tu as la classe bourgeoise, on peut appeler la classe des possédants. Il y a la classe très riche, la classe moyennement riche, et en face, la grande masse, le peuple qui souffre, C'est ça. qui souffre. Et Vas-y. le problème, c'est que aucun dirigeant, je le dis haut et fort, n'a rien fait, aucun dirigeant n'a fait quoi que ce soit pour ce malheureux peuple qui crève de faim, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on attend, France? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je pose la question aux dirigeants haïtiens, qu'ils me répondent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils prennent exemple sur Fidel, comme je disais. Fidel Castro, Che Guevara qui a donné sa vie pour les malheureux. Fidel qui a fait cette révolution, qui a donné à son peuple soins gratuits, et tout, éducation gratuite, tout. Qu'est-ce qu'Haïti attend? Je pose la question. Aristide a voulu faire quelque chose. On lui a foutu deux coups d'État. Deux coups d'État. Bien sûr. Mais Gary, lorsqu'on parle de classe sociale dans un pays qui a subi 3 siècles de colonisation, est-ce que ça ne laisse pas une tâche tout à fait ineffaçable, c'est-à-dire sur ce pays-là, qu'est Haïti? Mais je pense qu'après 3 siècles, il faudrait quand même que les choses changent.
On ne peut pas rester à l'époque des Salines ou à l'époque de l'esclavage. Il faut que les choses changent. Il faut que les dirigeants haïtiens prennent les choses en main. C'est un appel que je leur lance. Il faut qu'ils fassent quelque chose, qu'ils prennent exemple, je le répète, je le répéterai 1000 fois, qu'ils prennent exemple sur un homme comme Fidel, qui a fait sa révolution, qui est une épopée à mes yeux, une épopée comme on n'en voit plus, et qui a réussi à donner à son peuple éducation gratuite, soins gratuits. Mais qu'est-ce qu'Haïti attend? J'ai envie de dire un gros mot, mais je me retiens. Qu'est-ce qu'on attend, mon Dieu? Quoi? Tu Alors, comprends? alors, alors, Gary, je ne veux pas t'interrompre, mais si on parle de nos dirigeants, en fait, de manière historique, est-ce qu'il y a des dirigeants qui ont essayé vraiment beaucoup et qui n'ont pas pu, qui n'ont pas réussi à cause de certaines tractations du monde international et à cause de certaines tractations, si vous voulez, du monde national, c'est-à-dire ceux qui sont en Haïti, ceux qui travaillent à désinstitutionnaliser tout ce qu'on essaie de faire en Haïti, ou bien qui reçoivent, je ne sais pas, des rançons de l'extérieur pour continuer, pour faire ce qu'ils font. Parce que moi, j'ai l'impression que pour le moment, si on voudrait situer avec un peu de précision ceux qui sont contre Haïti, on va dire oui, il y a d'abord une bonne partie du monde international et ensuite une bonne partie de ceux qui sont à l'intérieur. Moi, Non? je dirais que le mal absolu d'Haïti commence avec Duvalier. C'est D'accord. ça le point de départ. Parce que je me souviens, je suis assez vieux sous ma gloire. Bon, Haïti était vivable. Oui. Port-au-Prince, il y avait quoi? 150 000 habitants. Maintenant, il y a au moins 3 ou 4 millions. On ne Mhm. parle plus de la même chose, tu vois. Donc, sous ma gloire, disons, estimé tout ça, le pays vivait, tu vois. C'était pas parfait, loin de là, mais on vivait. Duvalier Mhm. arrive, ce monstre, il n'y a pas d'autre mot, et commence à tuer. Tuer, tuer, tuer. Il n'a fait que ça. Qu'est-ce qu'il a apporté de bien? Rien, rien. Alors que de l'autre côté de la frontière, un homme aussi mauvais que lui, Trujillo, a quand même développé son pays. Il n'y a qu'à aller à Saint-Domingue. Tu verras que le pays est développé. Je crois qu'il y a même un métro à Santiago maintenant. Enfin, bon, il y a longtemps que je n'y ai pas été. Mais Duvalier, qu'est-ce qu'il a laissé? Le meurtre, la haine. Tout ce que nous vivons maintenant, c'est lui, c'est de lui que ça part. Il faut maudire cet homme, le maudire. Je suis en colère quand je parle de ça. Tu Ouais. vois? Alors, on parlait des dirigeants, on parlait de certains régimes, si vous voulez, qui ont émergé sur la terre d'Haïti, disons après 1804. Mais maintenant, bien sûr, nous avons eu de très mauvais dirigeants, euh, mais je remarque que quand on parle des classes sociales en Haïti, en même temps, je ne sais pas si c'est parce que c'est un pays qui est issu, si vous voulez, d'une colonisation, disons, de plus de 3 siècles. Je ne sais pas si c'en est la cause, mais on a tendance à parler de noirs et de mulâtres, c'est-à-dire des gouvernements qui auraient essayé de faciliter la chose à des mulâtres. Ça fait, disons, une partie de l'équation. Et ensuite, d'autres qui seraient venus avec, pour pouvoir avoir des gouvernements noiristes. Il y a d'un côté le noirisme, de l'autre le mulâtrisme. Alors là, disons, avec la période, si vous voulez, post-indépendance, et on arrive jusqu'à, disons, le président Lescaut, le président Vincent, et il y a toujours encore cette lutte qui ne s'arrête jamais Jamais. euh,
entre les noirs, les mulâtres, et puis, c'est ça. je ne sais pas, comment est-ce que ça va finir finalement? Est-ce qu'il y a un moyen de mettre la paix, c'est-à-dire de forger une sorte d'unité, une sorte de refondation, si vous voulez, du pouvoir haïtien, qu'il ne soit pas simplement noir ou mulâtre, ou bien qu'il soit les deux à la fois? Moi, je pense que ça dépendra, parce que ce n'est pas encore fait, d'un homme ou d'une femme qui prendra le pouvoir et qui aura dans l'esprit de faire l'union une fois pour toutes, c'est-à-dire sans favoriser aucune classe, aucune couleur, qu'il soit jaune, blanc, rouge, vert, je ne sais pas quoi, favoriser personne, mais avec l'idée de justice. Comme je répète, j'aime parler de lui, comme je répète que Fidel a fait, je ne dis pas d'installer un régime communiste, hein. Il faut bien me comprendre, c'est pas ça que je dis. Il dit d'installer un régime de justice. Fidel l'a fait avec le communisme, mais on n'est pas obligé de faire le régime communiste, mais on peut s'inspirer de lui pour la justice. Malheureusement, le grand voisin du Nord a fait 600 tentatives d'assassinat contre Fidel. Et ça, c'est un grave problème qu'il faut poser aussi, mais nous ne pouvons pas le résoudre. Tu comprends? Nous ne Bien pouvons sûr, pas. Tu comprends? On ne peut oui, pas. Mais il faut espérer dans l'avenir, tu vois, il faut espérer que finalement, les gens finiront par comprendre, tu vois, que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, tu vois. bien sûr. Alors, Gary, tu dis avec une très, très grande élocution, la classe aisée qui loge dans les belles villas et le peuple qui croupit dans la boue, s'ignore et vive dans deux mondes séparés. Ce qui me Euh, paraît tout à fait évident, oui. Ils mhm, vivent dans deux mondes séparés. oui, Mais Aristide a essayé de tout arranger, mais on va parler de lui. On lui a foutu deux coups d'État. Donc, il y a vraiment quelque chose de, mais enfin, un gros mot là, pourri, de mhm, pourri de cette société. Je ne sais d'accord. pas comment analyser ça, cette pourriture, mais il faut que ça change. Je lance le cri, pas seulement un appel, mais un cri. Il faut que ça change. Qu'un dirigeant haïtien prenne les choses en main, enfin prenne les choses en main, comme Fidel l'a fait, comme le Che a fait, comme Mandela l'a fait. Regarde qu'a fait Mandela. Il aurait pu avoir une guerre civile épouvantable. Qu'est-ce qu'il a fait, un homme sage qu'il était? Il a tout rétabli. Voilà les grands hommes. Il nous manque un grand homme ou une grande femme. Tu comprends? C'est ça qui nous manque. D'accord, d'accord. Alors, moi, je suis tout à fait frappé par, disons, des phrases qui décrivent notre situation de manière assez précise, hein. Quand on dit la classe aisée qui loge dans les belles villas et le peuple qui croupit, si vous voulez, dans la boue, s'ignore et vivent dans deux mondes séparés. Alors là, quand je pense, moi, à la séparation de ces deux mondes, je pense d'abord à tout ce qui ne va pas, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Hein, il y a Oui, des gens qui vont à l'école, il y a d'autres qui exact. n'en ont même pas les moyens. Donc, inutile de dire qu'on va les envoyer aux meilleures écoles, etc., etc. Déjà, dès les petites classes, dès les classes élémentaires, il y a toute une série de distinctions, d'injustices. C'est pas la même chose. L'éducation, lorsqu'on va dans de grandes écoles, celles qui sont soutenues ou par, disons, des étrangers, d'autres qui font partie de certaines religions. Je crois qu'il y a vraiment trop, 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 trop de différences. Hein, les belles villas et puis les gens qui copissent dans la boue. Et les Oui, deux s'ignorent et vivent dans deux mondes séparés. Et puis là, cette séparation, c'est pas une séparation
enfin, c'est là, je dirais, depuis l'indépendance. Mais là, avec le paragraphe suivant, je crois que tu parles au président Aristide. Mais contrairement aux autres dirigeants, tu as voulu changer les choses. Alors, tu nous dis quelque chose là-dessus, un petit peu plus. Vas-y. Oui, moi je pense qu'Aristide, et c'est ce qui m'étonne, c'est la haine qu'on lui a vouée. Je me demande pourquoi, j'ai jamais compris. Aristide est le seul président d'Haïti, à ma connaissance, qui ait voulu faire du bien au peuple souffrant. Il a voulu apporter la justice sociale. D'ailleurs, c'est lui qui a foutu Duvalier à la porte. Il faudrait d'abord le remercier pour ça, au Ouais, péril de sa ouais. vie. Mhm, On ne l'a jamais remercié. Parce que, comme disait le même Duvalier, la reconnaissance est une lâcheté. Ça a l'air d'être le cas pour beaucoup de personnes en Haïti, tu vois. Donc, jamais un mot de merci, un remerciement à Aristide, qu'il m'est arrivé de rencontrer d'ailleurs. Il nous avait tous invités, les poètes. Il y avait là pas mal de poètes. Il y avait Phelps, il y avait Métellus, Jean-Claude Charles, mhm, moi, mhm. enfin Voltaire, enfin, beaucoup de Oui, gens. oui, d'accord, Métellus, beaucoup d'accord. de gens. Euh, Émile Olivier. donc, Gary, tu as bien souligné cette partie, si vous voulez, du combat qui a été menée par Aristide pour chasser Duvalier. Là, je crois que c'est la première partie du paragraphe. Ensuite, il y a autre chose. Tu dis que les bien-pensants se sont ligués contre toi et t'ont destitué. Comment expliquer cette phrase, les bien-pensants? Est-ce que peut-être c'était par ironie ou... C'est ironique, bien sûr. Les bien-pensants, c'est tout à fait ironique. J'aime Bien sûr, l'humour. Les bien sûr. bien-pensants, c'est très ironique. Oui. Et Ouais. moi, ça demeurera toujours un mystère pour moi. Pourquoi, au lieu de remercier cet homme, je veux dire Aristide, pourquoi au lieu de le remercier pour tout ce qu'il a fait, on lui a jeté la pierre, comme lorsqu'on lapidait dans les temps bibliques, tu sais, on l'a voulu le tuer, l'assassiner, c'est l'ambassadeur de France, si mes souvenirs sont exacts, qui l'a sauvé. Et combien de fois jusqu'à ce qu'il soit envoyé en exil, enfin, un tas de choses qui n'auraient jamais dû se produire. Et si ça s'était bien passé, si ces bien-pensants que j'appelle ironiquement n'avaient pas tout gâché, eh bien Haïti serait loin aujourd'hui. J'en suis convaincu, convaincu. Regarde Aristide, ce qu'il fait. Je continue sur Aristide. Il a fait une université, si je ne me trompe. Il a Ah, fondé une université en mhm. Haïti. Alors, puisqu'il a eu droit à deux coups d'État et le peuple souffre encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de cette condition inhumaine, quoi. Et Alors, Euh, est-ce qu'on peut expliquer d'où viennent-ils ceux qui ont chassé ce président et qui ont pu réaliser deux coups d'État contre lui? Et ça, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Ou bien est-ce que c'est une tradition dans notre pays? C'est-à-dire celui qui va essayer de faire bouger les choses est presque toujours chassé après, disons, un court laps de temps, quoi. n'oublie pas, Est-ce que c'est aussi arrivé à estimer, je crois, non? Parce qu'on a pensé que estimer était énormément progressif, non? Progressiste plutôt. euh, oui, mais je connais moins l'histoire d'Estimé, mais Aristide, c'est parce qu'il a voulu le bien du peuple. Oui, Parce bien que sûr. Changer les choses. en Haïti, apparemment, pour des raisons qui m'échappent, Mhm. il ne faut pas vouloir le bien du peuple qui souffre. Je ne comprendrai jamais pourquoi c'est ça. Da- Mais je constate, à tort ou à raison, mhm. que c'est
les choses se passent. D'accord. Et oui, vas-y. Oui, oui, j'allais dire que nous avons, toi, par exemple, tu as comme poète, tu as dénoncé, enfin, surtout les toi, l'autoritarisme traditionnel en Haïti, le totalitarisme en Haïti, le fascisme en Haïti, et même, disons, des tendances génocidaires qui se sont manifestées, si vous voulez, de la part de certains gouvernements en Haïti. Alors, comment trouver des garde-fous? Comment trouver une sorte d'institutionnalisation qui aurait pu empêcher tous ces dérapages, toutes ces dérives traditionnelles et qui ont lieu, je dirais, immédiatement après 1804. C'est-à-dire, nous avons passé, disons, près de 2 siècles, enfin, disons, près de 3 siècles, si vous voulez, à essayer de renverser les choses. Mais jusqu'à présent, c'est un secret que nous n'avons pas trouvé, Clan. Qu'en penses-tu? Moi, j'ai écrit un article qui vaut ce qu'il vaut sur une espèce de point de vue psychanalytique sur Haïti. Je ne sais pas si tu l'as lu, les causes de l'échec haïtien. Ça m'est venu parce que j'aime beaucoup la psychanalyse et j'ai essayé d'appliquer la psychanalyse à la psyché haïtienne. Et je l'ai dit, ben, j'ai tort ou raison, je n'en sais rien. Il me semble que le peuple, que les Haïtiens restent bloqués, bloqués à 1804. Ils ne bougent pas de là. C'est-à-dire, ils n'avancent pas. Et j'ai même comparé à la Grèce, la Grèce qui a été très grande, comme Haïti avait été très grande sous Dessalines, Toussaint Louverture et autres. La Grèce a été très grande. Nous nous connaissons, la Grèce antique, les Platons, les tout. Et que donne la Grèce aujourd'hui? Réponds-moi, que donne la Grèce? Je ne veux pas être méchant, mais la Grèce, malheureusement, disons-le, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle était au Ve siècle. Elle ne, on ne connaît même pas de l'histoire grecque actuelle, tu vois. Je trouve ça très triste parce que c'est un pays que j'admire, la Grèce, pour tout ce qu'elle a apporté à l'humanité. Et j'aurais tellement aimé visiter ce pays, mais maintenant c'est trop tard. Je ne pourrais jamais le visiter. Mais j'ai un respect profond pour la Grèce, comme j'ai un respect profond pour Haïti. Et je suis désolé, triste de constater que ces deux pays qui auraient dû être des phares, qui auraient dû être des phares, sont des bougies quasiment éteintes. Et passe-moi l'image. Tu comprends? D'accord. Et nous, Oui, Gary, je relève quelque chose dans le texte. Du texte, j'ai vu, ce sont tous les Haïtiens, sans exception, qui aujourd'hui pâtissent des gangs. Ça, c'est euh, c'est déjà quelque chose, c'est une phrase d'importance. Ensuite, je lis encore, euh, cependant, lorsque je pense à la grandeur de l'épopée dessalinienne, je garde encore espoir, le pays renaîtra. Alors, je pense de manière objective, comment est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire qui pourrait nous aider à nous débarrasser, si vous voulez, des gangs? mon vieux, Qu'est-ce qu'il nous faudrait? si j'avais la recette, je te la donnerais. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais je pense, je redis, il faut un homme ou une femme providentielle. C'est-à-dire qui va embrasser tous les problèmes au pouvoir, et qui va décider
les choses vont changer. Mhm. Et que je Mais, dois le répéter comme Fidel l'a fait. ouais, Fidel est un modèle d'homme, tu vois. Il faut regarder d'où est partie la révolution cubaine et ce qu'elle a apporté. Si elle n'avait mhm. pas ce blocus horrible, mais Cuba serait... Ils inventent même, ils font des découvertes médicales dans l'état où ils sont. Ils OK, aident les pays du monde entier. Du OK. monde Mais, entier. Gary, pour se débarrasser pour vraiment produire une sorte de métamorphose libératrice en Haïti, est-ce qu'il ne faudrait pas également le concours du monde international et puis qui rejoindrait les gens de bonne volonté, si vous voulez, en Haïti, qui voudraient lutter et accomplir cette métamorphose dont on a besoin? Absolument. Sauf que ça ne dépend pas d'Haïti. Oui, Sauf que l'international, si elle vient, tant mieux. Si elle ne vient pas, que faire? On ne peut pas les quémander, tu vois. Donc, d'accord. il faut espérer. Moi, j'espère. Je ne peux pas dire plus parce que je n'ai pas la clé du mystère, tu vois, de la solution, là, tu vois. Mais j'espère parce que ça ne peut pas durer. Regarde Saint-Domingue. Ils ont même le métro, je crois, à Santiago. Avec mes Trujillo, je me répète, Duvalier a détruit seulement. Trujillo était aussi méchant, mauvais que Duvalier, mais il a fait la République dominicaine. Et mon oncle, comme tu sais, qui a été président, Antonio Guzman, a été président, le premier président du pays démocratique. J'ai vécu cette époque. Et, mais là, petite parenthèse, je dois rendre hommage au président Carter. Sans lui, je peux te garantir que ça ne se serait pas fait. Parce que les gens de Trujillo étaient assez forts. D'accord. Carter, Carter leur a dit, c'est une chose qui n'est pas très connue, mais que je sais dans la famille. Carter leur a dit, si vous ne laissez pas élire, parce qu'il est élu par 90% du peuple, si vous ne le laissez pas prendre le pouvoir démocratiquement, je viens vous régler votre compte avec mon armée américaine. Carter, voilà. Il faut le remercier, le président Carter. Tu vois, c'était pas un mauvais zig, hein. Mhm. D'accord. Il y a, je crois, un autre président américain qui avait essayé. Malheureusement, il a échoué. C'était le président John Kennedy. Parce que lui, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais il a beaucoup hésité, mais finalement, je crois qu'il avait pris la décision d'aider les patriotes haïtiens qui combattaient le régime de Duvalier. Mais il a été assassiné et après, Lyndon B. Johnson, qui s'est révélé un très grand président, mais malheureusement, on a cessé cette, euh, cette aide-là qu'on accordait aux anti-duvalieristes et qui complotaient, si vous voulez, contre Duvalier, qui voulaient changer les choses en Haïti. Et mais oui, tu as sans doute raison parce que Carter, au cours de son administration, eh bien, je crois qu'il a fait comprendre aux Duvalier que c'était pas possible d'avoir des présidences à vie, etc., etc. Il fallait vraiment changer la situation d'ordre général. Et puis, alors c'était bien sûr, je crois, sous Jean-Claude, on a parlé d'une forme de libération, si vous voulez, assez bienveillante venue de la part du gouvernement. Ben, et c'est pas vrai, je suis sûr, parce qu'ils ont été forcés à changer un peu, si vous voulez, cette terreur duvalérienne qu'on a connue depuis 1957. Alors, tous les petits efforts de libération, eh bien, qui ont été faits sur le gouvernement, sur l'administration de Jean-Claude, eh bien, c'était pas vraiment très bien sérieux. C'était pas vraiment sérieux. C'est pour pouvoir, disons,
prendre, disons, c'était un peu rusé avec les demandes américaines. C'est-à-dire, puisqu'on a demandé de cesser les histoires de présidence à vie, puisqu'on voulait que les choses puissent changer en Haïti, donc voilà, on a pensé, on a dit même à un certain moment qu'on avait libéré tous les prisonniers politiques, et pourtant on les a envoyés quelque part ailleurs, disons, je crois que ce soit à Pétionville, je me rappelle plus, mais il y a eu quelque chose comme ça. Et ça montre la ruse qui continue avec chaque fois qu'on essaie de faire pression sur un gouvernement haïtien pour pouvoir changer, si vous voulez, la misère, améliorer un peu l'éducation, les soins de santé, pour que l'on puisse avoir de l'eau potable, etc., etc., etc. Mais ça ne prend pas jusqu'à présent. En tout cas, je dois te dire que j'aime bien ce que tu exprimes là parce que c'est fait avec beaucoup de force, c'est fait avec beaucoup de sincérité. Et je crois qu'il faudrait que l'on lise, qu'on te lise un peu plus, parce que tu dis des choses sérieuses, de bonnes choses, même si ça prendra du temps, mais quand même, c'est bien pensé et tu nous encourages malgré le désespoir qui s'empare, si vous voulez, de quelques, enfin, de beaucoup de nos citoyens. Hein? En tout cas, Gary, je te dis de nous dire le mot de la fin. Moi, je t'en félicite. Je crois que c'est un bon appel, si vous voulez, et à la régénération, si vous voulez, du pays. Et je l'aime beaucoup. Mais je te laisse le soin de dire les derniers mots. Vas-y, Gary. J'ai envie simplement de te dire un immense merci de m'avoir permis de m'exprimer à ce sujet, parce que c'est une continuation du texte, tu vois. Le texte est écrit, là nous parlons, c'est plus vivant, et puis j'espère qu'on nous écoutera, exagérons, que des milliers de gens nous écouteront, et que enfin, l'homme ou la femme providentielle nous tombera du ciel, si j'ose dire, et régénérera ce malheureux pays que nous aimons de tout notre cœur. Bon, merci Gary, merci d'avoir été avec nous, merci Merci à d'avoir toi. participé à Mémoire, Culture et Société. Moi, j'ai passé ces minutes avec toi avec beaucoup de plaisir et surtout de fierté. Encore une fois, nos remerciements. Tu m'enverras le lien que je partage avec d'autres, le lien de notre entretien. Là. Oui, oui, et merci encore. Merci encore de nous avoir aidés. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. À bientôt, j'espère. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer l'écrivain haïtiano-canadien Gary Klein, avec qui j'ai partagé les bons souvenirs attachés à la célébration du centenaire de Jacques Roumain à l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Nous avons relevé de île en île quelques données biographiques sur Gary Klein. Brillant poète, romancier, novelliste et essayiste, il est né le 28 décembre 1941 à Port-au-Prince, Haïti. Après ses cours primaires et secondaires, il s'est rendu à Paris où il a fait ses études de lettres à la Sorbonne, de la propédeutique au doctorat. Son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat sont consacrés tous deux à Marcel Proust, l'un des plus grands romanciers du XXe siècle. Klein émigré en 1973, à Montréal, s'est engagé aux éditions La Presse comme correcteur, réviseur et responsable de la qualité du français en général. Il enseigne en même temps la stylistique à l'Université de Montréal, puis devient traducteur dans une société d'ingénieurs. Il a fait toute sa carrière chez NSC Lavalin, la plus grande firme d'ingénieurs conseil du Canada, qui a des bureaux dans le monde entier. Son œuvre est très variée, romans, essais, poèmes, théâtre, sans compter de nombreux articles sur la littérature ou des questions linguistiques et culturelles. Ses livres sont publiés au Québec, à l'exception de son premier recueil de poésie, Exil, qui est apparu en France en 1911.
1988 et lui a valu le premier prix de la vague à l'âne sur plus de 400 concurrents. Alors, merci pour vous tous qui avez suivi cette émission qui n'aurait pu être faite sans vous, et surtout, merci à notre ami Gary Clan. Au revoir.